Je viens de terminer Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino. Quand un cador du roman policier japonais s'essaye au fantastique, ça donne un mélange entre Stephen King et Marc Levy. C'est sympathique à lire, mais inoffensif et on va vite l'oublier. En tout cas, ça ne relève pas du miracle littéraire. Allez, on en cause, et sans ma tronche pour cette fois, puisque je tourne cette vidéo en vitesse avant de partir en vacances. Désolé par avance donc de vous procurer tant de tristesse, mais ne vous en faites pas, vous me reverrez très prochainement sur les ondes. Dans Les miracles du bazar Namiya, Keigo Higashino nous conte l'histoire de 3 jeunes délinquants pas bien futés qui trouvent refuge dans une vieille maison abandonnée après avoir commis un vol. Et cette maison, le bazar Namiya, se révèle bien étrange. Une correspondance venant tout droit du passé va leur donner bien du fil à retordre et va les conduire à s'interroger sur leur propre conduite. Avec un tel énoncé, on comprend que Les miracles du bazar Namiya va nous emmener dans une épopée fantastique à base de voyages dans le temps. Eh bien oui, mais pas tant que ça. Le fantastique, justement, est à peine effleuré dans ce livre. Ce n'est pas ce qui intéresse l'auteur, c'est juste une toile de fond, un prétexte. Alors forcément, quand on aime ce genre, qu'on a déjà lu pas mal de bouquins qui tournent autour des voyages dans le temps, eh bien on va être un peu déçu. Mais comme je le disais, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse l'auteur. Ce qui l'intéresse, à mon avis, ce sont ses personnages, ses nombreux personnages. Et paradoxalement, ces personnages sont relativement mauvais. Ils sont caricaturaux, ils sont lisses, passifs et naïfs. Et oui, ça fait beaucoup, mais c'est vraiment le sentiment que cette galerie de personnages m'a donné. Leurs réactions sont parfois étranges. Les dialogues sont lapidaires. Alors peut-être que c'est un effet de la traduction. Le nombre de « ah bon ?» en réponse à la déclaration d'un autre personnage est effarant. Ça ne sert pas trop la profondeur du roman. Toujours au sujet des personnages, les noms ne sont pas évidents à retenir pour un bon français de base. Et oui, tout est en japonais, évidemment, c'est tout à fait normal, mais ça complique la compréhension. Ah oui, on n'arrête pas de se dire « mais c'est qui lui déjà ?» Et quant au style, eh bien, il est plat, il est quasi absent. L'écriture, elle est fonctionnelle, c'est tout. Peut-être que là aussi, c'est un effet de la traduction. J'en suis un peu moins sûr. En tout cas, les amateurs de belles lettres resteront sur leur faim. Et enfin, pour clore les points négatifs, je trouve ce roman extrêmement moralisateur. Un petit peu cucu gnangnan pour parler vulgairement. Les gentils, ils sont gentils, et les méchants, ils sont méchants. Mais si on leur montre qu'ils sont méchants, eh ben ils peuvent devenir gentils. Bon, en termes de profondeur, là non plus, on n'est pas vraiment gâté. Alors après, j'accorde plusieurs points forts à ce livre. D'abord, l'idée de base est créative, on est vraiment dans quelque chose d'original. On sort des sentiers battus. L'intrigue est bien posée, et elle est bien développée tout au long du roman. Les différentes sous-intrigues, on se croirait presque dans les premiers chapitres dans un recueil de nouvelles, plutôt que dans un roman d'un seul tenant d'ailleurs. Eh bien, ces différentes sous-intrigues prennent de l'ampleur au fil des pages et se rejoignent dans une logique bien amenée. Je trouve également la conclusion satisfaisante, d'un point de vue technique en tout cas. J'ai déjà évoqué son côté moralisateur qui me fait sourire et hocher la tête dans le genre « mais oui, bien sûr, c'est ça, oui ». J'apprécie aussi ce Japon que l'auteur nous fait visiter, les tranches de vie qu'il nous propose. C'est immersif et ça permet de mieux appréhender la vie japonaise au quotidien. L'auteur aborde également des problématiques sociétales au Japon, dont on n'a pas forcément conscience depuis notre bonne vieille France, à part si on a lu Amélie Nothomb. Il nous propose aussi d'assister à l'évolution de cette culture entre les années 80 et nos jours, puisque le livre se déroule sur plusieurs époques. Mais me concernant, ces points positifs ne rattrapent pas la somme de points négatifs évoqués précédemment. Alors, si vous avez aimé Tant que le café est encore chaud, par exemple, eh bien assurément ce livre vous plaira. Il est plus profond, plus complexe, il développe une vraie intrigue, mais on est exactement dans le même concept et dans la même ambiance. C'est un livre
caricatural, moralisateur, sans grande profondeur, plein de bons sentiments, l'équivalent littéraire des feel-good movies, à lire en hiver, avec un thé fumant au coin de la cheminée, un chat ronronnant sur les genoux. Pour ceux dont c'est le kiff, eh bien foncez. Mais si vous préférez les chiens baveurs plutôt que les chats léchés, si vous préférez marcher dans la forêt sous l'orage plutôt que rêvasser au coin du feu, si vous préférez lire des romans qui ne sont pas issus du discours d'une future Miss France, eh bien, passez votre chemin. Néanmoins, je vous souhaite une bonne lecture.